Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie et ses tours jumelles, les plus hautes du monde, les tours Petronas. Singapour, carrefour financier et commercial de l'Asie du Sud-Est et ses tours triples avec leurs piscines suspendues à 200 mètres du sol. Mais aussi des plages paradisiaques et des montagnes de jungle dense. Bienvenue en Malaisie et à Singapour pour ce nouveau voyage avec Pascal Airlines. Au programme, décollage de Kuala Lumpur, puis côte ouest jusqu'à la frontière thaïlandaise, avant de redescendre par les montagnes jusqu'à la côte est, visite de Singapour, puis petit tour sur l'autre partie du pays sur la grande île de Bornéo. Décollage donc de la capitale Kuala Lumpur. Pour cette première partie, je vous ai choisi un petit ULM pour profiter du paysage sans trop avoir chaud. En gros, c'est un moteur de tondeuse à gazon accroché sous un bout de toile avec 3 tubes en fer pour tenir le tout. Remarquez aussi que j'ai baissé le son ambiant parce que sinon, on aurait du mal à s'entendre. J'en profite pour saluer l'un d'entre vous, le pseudo Y4N, qui m'a demandé de faire une vidéo sur Kuala Lumpur et c'est grâce à lui que nous voici aujourd'hui en Malaisie. Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie, a un nom qui signifie confluent boueux, tout un programme pour cette ville de 2 millions d'habitants. En fait, ce nom vient de la création de la ville au 19e siècle autour d'un gisement d'étain à la confluence de 2 rivières. Les bâtiments les plus connus et les plus visibles en avion sont ces 2 tours jumelles là-bas qu'on voit, les tours Petronas. Et juste avant, à leur pied, ce très joli parc aménagé, c'est le parc KLCC, un oasis de verdure et de calme en plein centre-ville. Les tours Petronas, ce sont les plus hautes tours jumelles du monde avec 452 mètres de haut et 88 étages. Leur nom vient simplement de l'entreprise Petronas, un géant malais du pétrole. En arrivant, on voit là-bas immédiatement ce qu'elles ont de particulier. C'est un pont qui les relie à peu près au milieu par le 41e étage. C'est le Sky Bridge, littéralement le pont du ciel. Ce pont, c'est une attraction touristique bien sûr, mais c'est aussi une sécurité au cas où un incendie se déclencherait dans une des 2 tours. Toute ressemblance avec une catastrophe existant ou ayant existé serait purement fortuite. Ces 2 tours sont essentiellement des bureaux, mais on y trouve aussi des commerces, des salles de spectacle et même une mosquée. On va maintenant virer à gauche pour revenir vers le centre-ville. Et sur une petite colline, on devrait voir une haute tour de 421 mètres avec un restaurant panoramique en haut, c'est le Menara Kuala Lumpur. Voici ce à quoi elle ressemble en vrai. Mais manque de chance, dans le simulateur, on voit juste son ombre portée là-bas en bas. Dommage. Parce qu'il paraît que la vue de là-haut est magnifique quand il ne pleut pas. N'oublions pas qu'ici on est sous les tropiques et que la météo, ça ressemble parfois à ça. Mais bon, comme vous voyez, la visite en ULM c'est nettement moins intéressant sous une pluie de mousson tropicale, sans compter que je suis pas sûr de la solidité de mon engin dans ces conditions. Allez, retour du beau temps, merci la simulation. Et on va maintenant redescendre un peu pour aller voir à droite la place Merdeka. Ouf, quel nom. En fait, ça veut dire place de l'indépendance. C'est la place la plus connue de la ville, mais elle est curieusement assez petite. Elle est surtout connue grâce au palais du sultan Abdul Samad. C'est ce grand bâtiment à gauche de la place qui ressemble pas à grand chose. En fait, c'est un immense palais construit au 19e siècle qui ressemble à ça. Et son nom, en fait, c'est un attrape-touriste. Ça n'a jamais été un palais de sultan. Ce bâtiment, il a été construit en 1895 par les Anglais pour leur administration et abrite encore aujourd'hui des ministères. Avant de quitter Kuala Lumpur, on va faire un petit détour par le nord pour aller voir les grottes de Batu. Batu Caves en anglais. Je vous accorde que voir des grottes à partir d'un avion, en général, c'est pas oufissime, mais ici, leur particularité, c'est que comme elles sont à mi-hauteur de cette colline qu'on voit là-bas, il y a un grand escalier pour y accéder, un escalier entièrement décoré en dégradé de couleurs vives comme on peut le voir sur cette photo. Cette décoration assez unique et extraordinaire est liée au fait que ces grottes sont aussi un grand sanctuaire hindou. Maintenant, on va changer de dimension et aller survoler le reste de la Malaisie. Et là, avec notre petit ULM, on va avoir un petit souci de vitesse, à moins que vous ne vouliez une vidéo qui dure une semaine. Du coup, retour à l'aéroport de Kuala Lumpur où j'ai réservé sur Kilutu un autre type d'avion un peu différent. Et oui, j'ai emprunté le F-18 de Top Gun, toute option avec autoradio, fermeture centralisée, GPS et siège en cuir. Et nous voilà prêts pour le tour de ce grand pays. Oula, c'est vrai que c'est pas la même accélération que mon ULM. Bye bye Kuala Lumpur, voici la côte ouest de la mer de Chine. On va remonter cette côte pendant environ 250 km et voici au loin l'île de Penang, reliée au continent par un pont autoroutier de 14 km, l'un des plus longs ponts du monde. Voilà ce pont là sous l'avion, 3 fils dans chaque sens. Mais attention à pas tomber en panne d'essence parce que 14 km à faire à pied, ça vous prendra bien 3 heures et encore en marchant vite.
Penang, c'est un lieu assez touristique parce qu'il y a non seulement de superbes plages, comme partout en Malaisie, mais des monuments historiques datant de l'époque coloniale anglaise, tels le fort Cornwallis, ou encore des temples hindous, des mosquées, en particulier dans la ville de Penang qu'on survole à l'instant. Vous y trouverez aussi une forêt luxuriante sur les montagnes du centre de l'île, avec un point de vue accessible uniquement en funiculaire, le sommet Penang Hill, culminant à 833 mètres. Mais n'imaginez pas une terrasse moussue perdue dans la jungle uniquement pour vous, c'est aujourd'hui un complexe touristique avec hôtels, restaurants, magasins, et la seule faune sauvage que vous croiserez peut-être seront simplement des touristes occidentaux qui sont en train de se prendre en selfie. En s'éloignant un peu, un chemin touristique assez unique a été aménagé sous forme de pont au-dessus de la forêt. C'est le Canopy Walk. Il permet de profiter de très belles vues et de voir de près la végétation tropicale assez unique de cette île. On va maintenant quitter Penang et continuer sur une centaine de kilomètres vers le nord pour arriver quasiment au niveau de la frontière entre la Malaisie et la Thaïlande. Et petit coup d'œil en passant sur la carte. Voici maintenant au loin l'archipel de Langkawi. C'est un archipel d'une centaine d'îles, la plupart très petites, et qui offre ici encore le mélange de plages paradisiaques au bord de l'eau, de forêts primitives et de montagnes. Ici, et contrairement à Penang avec son pont, ce sont de vraies îles, et pour y venir, c'est donc en bateau ou en avion. Une bonne partie de cet archipel est sous protection de l'UNESCO pour ralentir la bétonisation telle que l'a malheureusement connue sa sœur jumelle, l'île de Phuket en Thaïlande. Ici, il y a 3 géoparcs UNESCO, et ça protège la forêt, la faune, mais aussi des particularités géologiques avec des roches datant de 550 millions d'années. Pour vous donner une idée, l'Himalaya n'a été créé qu'il y a 40 millions d'années. Autrement dit, l'Himalaya c'est comme un enfant de 4 ans, là où ces îles sont comme quelqu'un de 55 ans. La forêt primitive de ces îles permet aussi d'admirer des variétés de plantes très anciennes datant de 200 millions d'années, au tout début de la période des dinosaures. Par contre, désolé, mais c'est pas Jurassic Park qu'on a beau les chercher, les dinosaures ont bel et bien disparu de l'île. Pour admirer tout ça, les forêts et les roches, à nouveau vous trouverez une promenade suspendue, le Sky Bridge. Il n'est pas représenté sur le simulateur, mais là il serait juste sous l'aile droite de l'avion en ce moment. Par beau temps, vous aurez vraiment une vue magnifique à 360 degrés. Allez, maintenant on va quitter Langkawi et on va virer à droite pour éviter d'aller en Thaïlande et repartir vers le sud par le centre de la Malaisie. 250 km plus au sud, on arrive sur des hauts plateaux, les Cameron Highlands. C'est le paradis des amateurs de thé puisque c'est ici qu'on va trouver d'immenses plantations de thé sur toutes les pentes de ces montagnes. On voit bien ici sous l'avion ces carrés cultivés à l'infini le long des vallées. Ce n'est pas une culture traditionnelle ancienne, non, la culture du thé a été amenée par les English au début du XXe siècle, qui ont détecté ici l'intérêt de ces hauts plateaux pour leur culture de thé. Il paraît que le thé noir cultivé ici a des notes de raisin et de cacao. Bon, je vous laisse déguster et vous faire votre propre avis. Pour moi, le thé noir a en général des notes de thé noir. On va continuer la descente de la péninsule malaisienne vers le sud, et un peu plus à l'est, à gauche, on voit déjà poindre l'autre côte de la Malaisie, la côte est. Allez, direction la pleine mer, et après quelques dizaines de kilomètres, voici l'île de Tioman, perdue au large de la Malaisie dans la mer de Chine. C'est une île paradisiaque, déjà parce qu'il n'y a quasiment aucune route, et donc tous les déplacements se font à pied ou en bateau, et ensuite les plages sont magnifiques, avec des pontons en bois qui s'avancent dans de l'eau cristalline. En plus, si vous aimez la nature, vous y trouverez à nouveau cette forêt primitive, cette jungle tropicale dense qui couvre tous les reliefs. Les 3 sommets de l'île culminent à 1000 mètres environ. Et pour les plus aventureux, vous pouvez aussi plonger sur des épaves coulées de la Seconde Guerre mondiale. On va maintenant revenir vers le continent et rejoindre la côte est de la Malaisie. Petit coup d'œil sur la carte pour voir tout ce qu'on a fait jusqu'à Tioman. Maintenant, on va continuer plein sud et au bout de la péninsule malaisienne, la côte repart à droite vers l'ouest, puis une trentaine de kilomètres et on quitte la Malaisie pour un tout petit état, ou plus précisément une ville-état très connue, Singapour. Avec une superficie de 700 km², Singapour fait en gros la surface de Paris avec la première couronne. Mais dans cette surface, il faut réussir à caser une ville de 6 millions d'habitants, un aéroport international, alors qu'à Paris ils sont à l'extérieur. Ici c'est l'aéroport de Changi qui est juste sous l'avion en ce moment, et un port immense qui a fait la richesse de cette ville. En fait, pour être honnête, la richesse de Singapour vient aussi du fait que c'est un paradis fiscal très bien placé entre Occident et Asie. Singapour est bien sûr connu pour être très sûr et très propre. Attention à ne pas jeter de papier par terre, sinon paf, direct la prison. Tout ça, ça vient de l'époque victorienne avec des lois très strictes qui n'ont jamais vraiment été abolies. Ceci dit, c'est pas que drôle puisqu'il y a une trentaine d'exécutions par an pour un si petit pays, la plupart étant liées à la drogue. Et pas besoin d'être un grand trafiquant, 15 grammes d'héroïne suffisent pour être condamné à mort.
Heureusement, normalement j'ai pas de drogue dans mon avion, on peut continuer. Là-bas, on commence à voir apparaître le centre-ville avec ses immeubles baignant dans l'eau de Marina Bay. Les deux bulles là qu'on voit au bord de l'eau, ce sont deux jardins botaniques exotiques, le Flower Dome et le Cloud Forest. Mais devant nous, voici l'immeuble iconique de Singapour, le Marina Bay Sands. C'est un complexe commercial et hôtelier formé par 3 tours de 55 étages chacune, reliées en haut par une immense terrasse abritant une piscine de 150 mètres de long, et c'est la seule piscine au monde à 200 mètres du sol. Juste derrière le Marina Bay Sands, au bord de l'eau, ce bâtiment en forme de fleur de nénuphar, c'est le musée des sciences et des arts. En fait, il faudrait à nouveau reprendre notre petit ULM pour voir le détail de cette ville, mais là, bon, on n'a pas trop le temps. En continuant vers l'ouest, on arrive au port de Singapour, le deuxième port de conteneurs au monde après celui de Shanghai. Il s'étend sur des kilomètres et des kilomètres. Au revoir Singapour, on va maintenant repartir vers l'est et faire une grande traversée de la mer de Chine pour la dernière partie de notre voyage avec la partie de la Malaisie sur l'île de Bornéo. Ça y est, on est arrivé sur cette partie de la Malaisie et passage au-dessus d'une des rares villes de la région, Kuching, qui signifie chat en malais. On y trouve un musée très kitsch, le Cat Museum, le musée des chats. J'imagine que c'est le seul musée au monde dédié aux chats. Miaou. Cette partie de la Malaisie est beaucoup plus calme. Ici, pas de tourisme de masse. On va plutôt trouver des petits villages au bord de larges fleuves paraissant dans la jungle, des champs cultivés et beaucoup de nature. C'est en effet le paradis des animaux tels que l'orang-outan et autres sortes de singes, de quelques rhinocéros de Bornéo, ou au moins ceux qui sont pas encore éteints. Des éléphants de Bornéo, c'est une branche de petits éléphants d'Asie. Il y a aussi des plantes rares et parfois carnivores, mais je vous rassure, ces plantes ne gobent que des insectes, donc vous ne risquez rien. Ou vous pourrez voir aussi la Rafflesia, la plus grande fleur du monde, qui peut atteindre jusqu'à 1 mètre de diamètre. On va remonter la côte de Bornéo sur 600 km, et juste après la pointe de Kuala Baram, qu'on voit ici à droite, on tombe d'un coup sur une grande ville. Ce n'est plus la Malaisie, c'est le royaume de Brunei. C'est une petite ville-état de 500 000 habitants, un très ancien sultanat musulman qui s'est retrouvé isolé après la décolonisation, sauf qu'on y a trouvé du pétrole en 1903. Et cette richesse naturelle permet aujourd'hui son indépendance et une certaine richesse pour ce pays qui est encore gouverné aujourd'hui de manière monarchique par un sultan. On arrive maintenant à l'extrémité nord-est de la Malaisie, au-dessus de la ville de Kota Kinabalu, surnommée Kaka, mais il faut prononcer Kai Kai par les locaux. C'est une ville assez touristique car point de départ pour des treks dans toute la région. Étonnamment, c'est une ville assez récente car l'ancienne ville a été complètement rasée par les Alliés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et oui, depuis l'Europe, on oublie parfois que la guerre mondiale a été mondiale. On va profiter de la présence d'un aéroport à Kai Kai pour atterrir plutôt que de finir à court d'essence au-dessus de la jungle malaise et de ses rhinocéros. J'espère que cette visite au-dessus des plages, forêts primaires et gratte-ciel vous aura fait découvrir ce pays étonnant et donner envie d'aller pour de vrai peinarder sur une plage en caressant un orang-outan tout en croquant une fleur géante. Et merci d'avoir voyagé avec Pascal Airlines, la seule compagnie qui vous fait passer d'un ULM à un F-18 sans aucun problème. Et n'hésitez pas à vous abonner et à faire découvrir cette chaîne autour de vous.